Ouspensky, fragment d'un enseignement inconnu. En novembre 1915, j'avais déjà saisi quelques-uns des points fondamentaux de l'enseignement psychologique de Gurdjieff. Le premier, celui sur lequel il insistait le plus, c'était l'absence d'unité dans l'homme. La pire erreur, disait-il, est de croire à une unité permanente de l'homme. Mais un homme n'est jamais un. Continuellement, il change. Il demeure rarement identique, même une demi-heure. Nous pensons qu'un homme appelé Ivan est toujours Ivan. Rien de tel. Maintenant, il est Ivan. Une minute plus tard, il est Pierre. Et plus tard encore, Nicolas, Serge, Mathieu, Simon. Mais vous pensez tous qu'il est Ivan. Vous savez qu'Ivan ne peut pas commettre certains actes. Il ne peut pas mentir, par exemple. Maintenant, vous découvrez qu'Ivan a menti. Et vous êtes tous surpris que lui, Ivan, ait pu faire un acte pareil. C'est vrai, Ivan ne peut pas mentir. C'est Nicolas qui a menti. Et en chaque occasion, Nicolas mentira de nouveau parce que Nicolas ne peut pas s'empêcher de mentir. Vous serez étonné lorsque vous vous rendrez compte de la multitude de ces Ivan et de ces Nicolas qui vivent dans un seul homme. Si vous apprenez à les observer, vous n'éprouverez plus le besoin d'aller au cinéma. N'y a-t-il pas là quelque rapport avec la conscience des différentes parties et organes du corps, demandai-je. Je crois comprendre ce que vous avez dit, car j'ai souvent senti la réalité de ces consciences. Je sais que non seulement chaque organe, mais chaque partie du corps ayant une fonction distincte a une conscience distincte. La main droite a une conscience, la main gauche en a une autre. Est-ce bien votre idée ? Pas tout à fait, dit Gurdjieff. Ces consciences existent aussi, mais elles sont relativement inoffensives. Chacune d'elles connaît sa place et sait ce qu'elle a à faire. Les mains savent qu'elles doivent travailler, et les pieds qu'ils doivent marcher. Mais ces Ivan, Pierre, Nicolas sont tous différents. Ils se nomment tous « moi ». Ils se considèrent tous comme le maître, et aucun d'eux ne veut en reconnaître un autre. Chacun d'eux est calife pour une heure, fait tout ce qu'il veut sans égard pour qui que ce soit. Par la suite, les autres devront payer. Nul ordre ne règne parmi eux. Celui qui prend le dessus est le maître. Il distribue des coups de fouet de tous les côtés et ne tient compte de rien. Mais le moment suivant, quand un autre a pris le fouet, c'est à lui d'être battu. Et ainsi vont les choses, toute la vie. Imaginez un pays où chacun pourrait être roi 5 minutes, et pendant ces 5 minutes faire de tout le royaume exactement ce qu'il voudrait. Voilà notre vie. Un jour, je demandai à Gurdjieff s'il estimait possible d'atteindre à la conscience cosmique, non pas pour un instant seulement, mais pour une certaine durée. Sous le terme de conscience cosmique, j'entendais, comme je l'ai exposé dans mon livre Tertium Organum, la plus haute conscience accessible à l'homme. Je ne sais pas ce que vous appelez conscience cosmique, dit Gurdjieff. C'est un terme vague et indéfini. Chacun peut appeler de ce nom tout ce qu'il veut. Dans la plupart des cas, ce que l'on nomme conscience cosmique n'est que fantaisie, rêverie, association, accompagnée d'un travail intensif du centre émotionnel. Cela peut aller jusqu'au seuil de l'extase. Mais le plus souvent, il ne s'agit que d'une expérience émotionnelle subjective au niveau des rêves. D'ailleurs, avant de parler de conscience cosmique, nous devons définir en général ce qu'est la conscience. Comment définissez-vous la conscience ? La conscience est considérée comme indéfinissable, dis-je. Et en effet, comment pourrait-elle être définie si elle est une qualité intérieure ? Avec les moyens ordinaires à notre disposition, il est impossible d'établir la présence de la conscience chez un autre homme. Nous ne la connaissons qu'en nous-mêmes. Fatras scientifique habituel, dit Gurdjieff. Il est temps que vous vous délivriez de toute cette sophistique. Il n'y a qu'un point juste dans ce que vous avez dit, c'est que vous ne pouvez connaître la conscience qu'en vous-même. Mais notez-le bien, vous ne pouvez la connaître que lorsque vous l'avez. Et quand vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas reconnaître au moment même que vous ne l'avez pas. C'est seulement plus tard que vous pourrez le faire. Je veux dire que lorsqu'elle reviendra, vous pourrez voir qu'elle a été absente pendant longtemps, et vous rappeler le moment où elle a disparu et celui où elle est réapparue. Vous pourrez aussi déterminer les moments où vous êtes plus près ou plus loin de la conscience. Mais en observant en vous-même les apparitions et les disparitions de la conscience, vous verrez inévitablement un fait que vous ne voyez jamais, dont vous ne vous étiez jamais rendu compte, c'est que les moments de conscience sont très courts et séparés les uns des autres par de longs intervalles de complète inconscience, pendant lesquels votre machine travaille automatiquement.
Vous verrez que vous pouvez penser, sentir, agir, parler, travailler sans en être conscient. Et si vous apprenez à voir en vous-même les moments de conscience et les longues périodes de mécanicité, vous verrez avec la même certitude chez les autres à quel moment ils sont conscients de ce qu'ils font et à quel moment ils ne le sont pas. Votre erreur principale est de croire que vous avez toujours la conscience, de croire, en général, que la conscience est toujours présente ou qu'elle n'est jamais présente. En réalité, la conscience est une propriété qui change continuellement. Tantôt elle est présente, tantôt elle fait défaut. Et il y a différents degrés, différents niveaux de conscience. La conscience et les différents niveaux de conscience doivent être compris en nous-mêmes par la sensation, le goût que nous en avons. Aucune définition ne peut nous aider, et aucune définition n'est possible tant que nous ne comprenons pas ce que nous devons définir. La science et la philosophie ne peuvent pas définir la conscience parce qu'elles veulent la définir là où il n'y en a pas. Il est nécessaire de distinguer la conscience de la possibilité de conscience. Nous n'avons que la possibilité de conscience et de rares lueurs de conscience. Par conséquent, nous ne pouvons pas définir ce qu'est la conscience. Jusqu'ici, dit-il, aucun d'entre vous n'a saisi l'importance capitale de ce point que je vous avais cependant signalé. Vous vous oubliez toujours, vous ne vous souvenez jamais de vous-même. Il prononça ces mots avec une insistance particulière. Vous ne vous sentez pas vous-même, vous n'êtes pas conscient de vous-même. En vous, ça observe, ou bien ça parle, ça pense, ça rit. Vous ne sentez pas. C'est moi qui observe, je remarque, je vois. Tout se remarque tout seul, se voit tout seul. Pour arriver à vraiment s'observer, il faut tout d'abord se rappeler soi-même. Il insista de nouveau. Essayez de vous rappeler vous-même lorsque vous vous observez. Et plus tard, vous me direz ce qui s'est passé, quel en a été le résultat. Seuls les résultats obtenus pendant le rappel de soi ont une valeur. Autrement, vous n'êtes pas dans vos observations. Et en ce cas-là, quelle peut être leur valeur? Ces paroles de Gurdjieff me donnèrent beaucoup à réfléchir. Il m'apparut aussitôt qu'elles étaient la clé de tout ce qu'il avait dit auparavant sur la conscience. Cependant, je décidai de n'en tirer aucune espèce de conclusion, mais de tenter seulement de me rappeler moi-même, tout en m'observant. Dès les premières tentatives, je pus voir combien cela était difficile. Les tentatives de rappel de soi ne me donnèrent au début aucun résultat, mais elles me montrèrent qu'en fait, nous ne nous rappelons jamais nous-mêmes. « Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?» dit Gurdjieff. « Comprendre cela est en soi d'une importance capitale. Ceux qui savent cela savent déjà beaucoup. Tout le malheur est que personne ne le sait. Si vous demandez à quelqu'un s'il peut se rappeler lui-même, il vous répondra naturellement qu'il le peut. Si vous lui dites qu'il ne peut pas se rappeler lui-même, ou bien il se fâchera, ou bien il pensera que vous êtes fou. Toute la vie est basée là-dessus, toute l'existence humaine, tout l'aveuglement humain. Si un homme sait réellement qu'il ne peut pas se rappeler lui-même, il est déjà proche d'une compréhension de son être. Tout ce que Gurdjieff disait, tout ce que je pensais et surtout ce que mes tentatives de me rappeler moi-même m'avaient montré me convainquirent très rapidement que je me trouvais en présence d'un problème entièrement nouveau que la science et la philosophie avaient jusqu'ici négligé. Mais, avant de faire des déductions, j'essaierai de décrire mes tentatives de me rappeler moi-même. Ma première impression fut que les essais de rappel de soi ou d'être conscient de soi, de se dire « c'est moi qui marche, c'est moi qui fais ceci », en essayant continuellement d'éprouver la sensation de ce moi, arrêtaient les pensées. Lorsque j'avais la sensation de moi, je ne pouvais plus ni penser ni parler. Les sensations elles-mêmes s'obscurcissaient. C'est pourquoi on ne peut se rappeler soi-même de cette façon que pour quelques instants. En arrêtant les pensées, l'attention est entièrement orientée vers l'effort de ne pas admettre de pensée, tandis que dans l'acte du rappel de soi, l'attention se divise. Une part en est dirigée vers le même effort, l'autre vers la sensation de soi. Cette dernière expérience me permit d'arriver à une certaine définition peut-être très incomplète du rappel de soi, mais qui se révéla très utile dans la pratique. Je parle du rappel de soi en tant que division de l'attention. C'en est le trait caractéristique. Lorsque j'observe quelque chose, mon attention est dirigée sur ce que j'observe. Moi,
Le phénomène observé. Lorsque, en même temps, j'essaie de me rappeler moi-même, mon attention est dirigée à la fois vers l'objet observé et vers moi-même. Moi, le phénomène observé, moi. Cela étant défini, je vis que le problème consistait à diriger l'attention sur soi-même sans laisser faiblir ou s'éclipser l'attention portée sur le phénomène observé. De plus, ce phénomène peut aussi bien être en moi qu'en dehors de moi. Les premières tentatives que je fis pour obtenir une telle division de l'attention me montrèrent sa possibilité. En même temps, je fis deux autres constatations. En premier lieu, je vis que le rappel de soi obtenu de cette façon n'avait rien de commun avec l'introspection ou avec l'analyse. Il s'agissait d'un état nouveau et très prenant dont la saveur était étrangement familière. Et en second lieu, je comprenais que des moments de rappel de soi apparaissent en fait dans la vie, mais rarement, et que seule la production délibérée de ces moments créait la sensation de nouveauté. J'avais d'ailleurs l'expérience de tels moments depuis ma plus petite enfance. Ils arrivent dans des circonstances nouvelles ou inattendues, dans un endroit inaccoutumé, parmi des personnes étrangères, au cours d'un voyage par exemple. On regarde autour de soi et l'on se dit « Comme c'est étrange, moi et en cet endroit ?» Ou dans des moments d'émotion, de danger, où il est nécessaire de ne pas perdre la tête, où l'on entend sa propre voix, où l'on se voit et s'observe du dehors. Je vis avec une parfaite clarté que mes souvenirs les plus anciens, et dans mon cas ces souvenirs remontaient à la plus petite enfance, avaient été des moments de rappel de soi. Et du même coup, j'eus la révélation de beaucoup d'autres choses. Je pus me rendre compte de cette façon que je ne me souvenais réellement que des moments où je m'étais rappelé moi-même. Des autres, je savais seulement qu'ils avaient eu lieu. Je n'étais pas capable de les revivre entièrement, ni de les éprouver de nouveau. Mais les moments où je m'étais rappelé moi-même étaient vivants, et ils ne différaient en rien du présent. Je craignais encore de conclure trop vite, mais je voyais déjà que je me trouvais au seuil d'une très grande découverte. J'avais toujours été étonné par la faiblesse et l'insuffisance de notre mémoire. Tant de choses disparaissent, sont oubliées. Il me semblait que toute l'absurdité de notre vie avait pour fondement cet oubli. À quoi bon tant d'expériences si c'est pour les oublier ensuite ? Il me semblait par ailleurs qu'il y avait en cela quelque chose de dégradant. Un homme éprouve un sentiment qui lui semble très grand. Il pense qu'il ne l'oubliera jamais. 1 ou 2 années passent, et il n'en subsiste rien. Mais je voyais maintenant pourquoi il en était ainsi, et pourquoi il ne pouvait en être autrement. Si notre mémoire ne garde vivant que des moments de rappel de soi, il va sans dire qu'elle doit être bien pauvre. Telles étaient mes expériences des premiers jours. Plus tard, en apprenant à diviser mon attention, je vis que le rappel de soi donnait des sensations merveilleuses, qui ne venaient d'elles-mêmes que très rarement et dans des conditions exceptionnelles. Je parlais de mes observations et réflexions aux camarades de notre groupe, aussi bien qu'à mes amis écrivains et autres. Je disais qu'un fait d'une importance prodigieuse avait échappé à la psychologie occidentale, à savoir que nous ne nous rappelons pas nous-mêmes, que nous vivons, agissons et raisonnons dans un profond sommeil, dans un sommeil qui n'a rien de métaphorique, mais qui est absolument réel, et cependant que nous pouvons nous rappeler nous-mêmes si nous faisons des efforts suffisants, que nous pouvons nous éveiller. J'étais frappé par la différence de compréhension dans nos groupes et chez les gens du dehors. Les nôtres comprenaient aussitôt, en général, que nous touchions là à un miracle, à quelque chose de nouveau, qui n'avait encore jamais existé nulle part. Les autres ne le comprenaient pas. Ils prenaient tout trop légèrement et même entreprenaient parfois de me prouver que de telles théories existaient depuis longtemps.